Vous écoutez un podcast d'ING. Bienvenue dans EcoCheck. Bienvenue dans ce numéro spécial, le 100e d'EcoCheck, le podcast où nous examinons les dernières tendances économiques grâce à l'expertise des économistes d'ING. Mon nom est Philippe Ledan et aujourd'hui, avec ma collègue Charlotte de Montpellier, bonjour Charlotte. Bonjour. Nous vous invitons à retracer les grands thèmes qui nous ont occupés ces 5 dernières années et à découvrir ceux qui nous occuperont à l'avenir, a priori. 5 ans se sont donc écoulés depuis notre premier épisode. Il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans. Et si vous êtes avec nous depuis le début, vous avez vécu avec nous certaines des périodes économiques les plus turbulentes de l'histoire récente. Alors, lorsque nous avons lancé EcoCheck, nous étions au début de la crise du Covid. Donc, on était en 2020. Les gens travaillaient soudain à domicile et notre objectif était clair, apporter de la clarté en période d'incertitude parce que la clarté est essentielle. Alors, je vous propose de réécouter un court extrait de ce tout premier numéro. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Ledan, expert économiste chez ING. Bienvenue dans l'EcoCheck, l'analyse d'un fait économique de la semaine en un graphique. Cette semaine, je voudrais vous parler des achats d'actifs par la Banque Centrale Européenne, la BCE, sur les marchés. Ouais, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on s'est quand même, sur le plan technique, un peu amélioré. On a pris un peu de bouteilles. Mais surtout, c'est le plus important, c'est évidemment le contenu. Et depuis 2020, on a quand même connu une pandémie mondiale, une guerre sur le sol européen, une poussée historique de l'inflation, des hausses de taux d'intérêt les plus fortes depuis des décennies. Ces événements ont bouleversé les économies, les politiques, la vie quotidienne. Et nous les avons décortiqués au cours des 99 derniers épisodes. Mais au-delà de ces chocs, des changements structurels plus profonds sont en cours. Les modèles commerciaux évoluent, alors à cause de Donald Trump, évidemment, cette année, mais il n'y a pas que lui. La géopolitique évolue. Les innovations technologiques continuent de guider l'économie. Et en fait, c'est toute la richesse du fonctionnement de l'économie mondiale. Elle ne dort jamais. Et cela impacte nos vies, vos vies de tous les jours. Mais ne soyez pas les spectateurs de ces changements. Vous en êtes aussi les acteurs. Et c'est aussi pour cela que nous pensons que nos éclairages peuvent apporter quelque chose. Bon, trêve de philosophie, Charlotte, revenons aux bases, au début et finalement sur ces 5 ans, quelle est peut-être la thématique qui t'a le plus marqué, où tout a commencé? Ben oui, et si en fait on regarde l'historique de nos podcasts, le premier podcast c'était la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et je pense que là clairement on est sur un des sujets qui a le plus évolué au cours des 5 dernières années. Donc rappelons-nous du contexte, au moment de la pandémie, on était dans une situation avec une inflation extrêmement basse. Du coup, la Banque Centrale Européenne en Europe, elle faisait une politique très exceptionnelle finalement. Elle avait des taux d'intérêt en négatif, moins 0,5 pour le taux à court terme pour la Banque Centrale Européenne et elle avait un grand programme d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire qu'en fait, elle achetait des obligations largement sur le marché secondaire, aussi bien des obligations d'État que des obligations d'entreprise de haute qualité. Et ça permettait de baisser les taux de façon forte. Donc, la Banque Centrale Européenne, elle regardait l'économie, elle voyait peu d'inflation, elle voulait relancer la machine, taux bas à court terme, taux bas à plus long terme, relancer le crédit et donc finalement relancer l'économie par la demande. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. On a eu une vague d'inflation qui a d'abord et avant tout été créée par l'énergie, et liée à la guerre en Ukraine, où on a eu cette vague d'inflation énergétique avec des prix du gaz, du pétrole en très forte hausse. Et ça, évidemment, ça a changé les choses, parce qu'au lieu d'avoir une inflation en dessous des 2%, ce qui permettait à la Banque centrale de soutenir l'économie, on s'est retrouvé avec l'inflation qui est montée jusqu'à 10, même 12% en Belgique. Et là, la Banque centrale européenne, elle a dû agir en relevant les taux d'intérêt, alors qu'à ce moment-là, on avait l'impression que c'était la nouvelle norme d'avoir des taux extrêmement bas. Mais finalement, aujourd'hui, on a eu des taux beaucoup plus élevés. Rappelons-nous, la Banque centrale européenne, elle est montée à 4%, elle est aujourd'hui à 2%, c'est quand même un changement fondamental. Mais au-delà de ce qu'elle a fait dans les taux, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi changé la façon dont elle voit la politique monétaire, alors qu'elle se concentrait beaucoup sur l'aspect demande de l'économie, sur comment relancer la demande quand il y a peu d'inflation, comment freiner la demande quand il y en a trop. Maintenant, elle se focalise de plus en plus sur le côté offre de l'économie. Et donc, le côté offre de l'économie, pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte que dans le monde actuel, les contraintes de l'offre ont un impact de plus en plus important sur la production
et aussi sur l'évolution des prix. Un exemple concret, on a eu tous ces problèmes sur les chaînes d'approvisionnement au moment de la pandémie qui nous ont beaucoup occupés. Et ces problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, eh bien, elles ont été créées par un facteur extérieur à la base, mais elles ont eu des répercussions pendant longtemps sur finalement la possibilité pour les entreprises d'avoir les biens dont elles ont besoin et donc sur les prix. Et donc, on a eu des problèmes liés à l'offre qui ont eu des répercussions très fortes sur les prix. Et donc, la Banque centrale européenne, comme les économistes de manière générale, ont dû beaucoup plus regarder ce côté-là de l'économie, le côté offre. C'est pas que les chaînes d'approvisionnement, il y a beaucoup d'autres choses du côté de l'offre. Il y a la question de la disponibilité des travailleurs. On sait que dans une population qui vieillit, on a moins de travailleurs et que donc ça peut amener des tensions sur les salaires et donc, in fine, sur les prix. On a la question de tout ce qui impacte l'offre de manière plus générale. Par exemple, le changement climatique, qui a un impact très clair sur la capacité des entreprises à produire, ou la capacité simplement à avoir les éléments dont on a besoin. Un exemple concret, quand il y a des phénomènes climatiques exceptionnels, on se retrouve avec, par exemple, des récoltes en termes de denrées alimentaires qui ne sont plus aussi importantes que prévues, et ça fait augmenter les prix en flèche. Et donc, la Banque centrale européenne, elle doit regarder ça. Elle regarde ça parce que ça a un impact très concret sur la vie des gens. Ça fait augmenter les prix, le changement climatique. Et puis, on en a d'autres éléments du côté de l'autre, les tensions géopolitiques, qui font qu'il y a des ruptures de diplomatie entre des pays et des difficultés, du coup, à se fournir dans les éléments dont on a besoin. Et évidemment, le commerce, qui nous a aussi beaucoup occupé ces dernières années, et surtout dans la fin de ces dernières 5 années, le commerce mondial qui peut conduire à des répercussions sur l'offre et que donc la Banque centrale européenne va vraiment surveiller. Oui, donc très clairement, le commerce international est un élément de l'offre qui définit l'offre. Et sur ce plan-là, on a vu quand même beaucoup d'évolutions. Alors, attention, c'est pas que on partait en 2020 d'une situation où tout le monde était beau, tout le monde était gentil et le monde était un village. En fait, si on revient un peu plus dans le passé, très clairement, le commerce international a été un élément fondateur, un élément clé du développement économique, j'ai presque envie de dire, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis les accords de Bretton Woods, tout était fondé sur le commerce international et effectivement, ça s'est traduit par un degré d'ouverture de l'économie mondiale qui a augmenté certainement depuis les années 60. C'est quoi le degré d'ouverture de l'économie mondiale ? C'est de dire tout simplement pour $1 de PIB mondial, donc d'activité économique créée dans le monde, combien de dollars ai-je besoin en termes de commerce international ? Eh bien, cette quantité d'échanges nécessaires pour chaque dollar ou chaque euro, peu importe, d'activité, il n'a cessé d'augmenter. Cette quantité n'a cessé d'augmenter. Mais en fait, elle n'a cessé d'augmenter très clairement que jusque 2010-2015. Depuis lors, ça s'est stabilisé. Alors, d'accord, d'une part, on ne sait pas sans cesse augmenter ce degré d'ouverture, mais quand même, on a vu que le commerce international qui était censé être source de développement économique mondial est devenu plus une arme géopolitique, tu l'as signalé, une arme fiscale, on le voit très bien aujourd'hui avec Trump, où un des buts des tarifs à l'importation aux États-Unis, c'est évidemment de rentrer de l'argent dans les caisses aux États-Unis. Alors, l'argent provient de qui ? Est-ce que c'est le consommateur américain ou est-ce que c'est le producteur étranger ? C'est une autre question, mais en attendant, il faut que l'argent rentre. Donc, le commerce est devenu plutôt, on a un peu tout doucement versé dans un début de protectionnisme. Je pense que pour l'avenir, c'est une des grandes questions. Est-ce qu'on va vers une déglobalisation après avoir connu une période de globalisation ? Mais il est clair que ça impacte déjà aujourd'hui la vie de nos concitoyens, la vie des entreprises. Si on prend les tarifs imposés par les États-Unis aujourd'hui vis-à-vis des pays européens, donc les tarifs sectoriels et les tarifs généraux, dans le cas de la Belgique, on a quand même une augmentation de l'ordre de 15 à 16 points du tarif moyen. Et ça, ce n'est pas rien. Ça veut dire que ça va changer le comportement des entreprises, des consommateurs américains vis-à-vis des produits belges. Et on s'attend à un impact de moins 0,3%
à court terme sur le PIB belge. Alors, c'est pas rien, hein, encore une fois, hein, on parle de 1,7, 1,8 milliards d'euros d'activités en moins liées à ce choc. Et donc, très clairement, c'est un autre aspect je vais dire international, ou un aspect de l'offre qui joue sur le comportement de la Banque centrale à partir du moment où, effectivement, elle regarde davantage le côté de l'offre. Ce qui nous ramène, Charlotte, à la question première, la question de la politique monétaire. Tu l'as dit, l'évolution passée des taux. Concrètement, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on attend, finalement? Oui, finalement, ce qui s'est passé ces dernières années, c'était un retour où on va vers une nouvelle norme, hein. Et on est maintenant à un taux de référence pour la Banque centrale européenne qui est à 2%, qui paraît beaucoup plus élevé que pendant la pandémie et avant, mais finalement qui n'est pas tellement élevé si on regarde l'historique. À ce stade, quand on voit les choses comme elles sont, je pense qu'on peut tabler sur un taux de la Banque centrale européenne qui reste aux alentours de 2% dans les prochaines années. En fait, ce qu'on pense, c'est que la prochaine décennie, elle sera synonyme de plus d'inflation d'un point de vue structurel. À cause de ces chocs sur l'offre, on aura une inflation qui sera probablement un peu supérieure à 2%. Et donc, la Banque centrale européenne, elle va pas pouvoir remettre ses taux en négatif ou même à 0% comme elle l'a fait. Simplement, le contexte global, il a fondamentalement changé, la norme est différente, et donc un taux à 2%, c'est la norme actuellement pour la Banque centrale européenne. Et ça, c'est pour maintenant, mais aussi pour les prochaines années. Alors, on peut pas exclure des chocs, hein, bien sûr, qui poussent la Banque centrale européenne à devoir agir à la hausse ou à la baisse, mais la tendance est plus haute que par le passé. Et ça, ce n'est pas sans conséquence, hein, sur l'ensemble des taux courts. Donc, pour une entreprise qui se finance à taux variable, pour quelqu'un qui dépose son argent sur un compte d'épargne, tous ces taux sont impactés par ces taux courts. À côté de ça, on a la question des taux plus longs qui impactent également, évidemment, nos vies. Alors là, il y a des éléments supplémentaires qui jouent. Il y a évidemment les taux courts et donc, comme tu viens de le dire, Charlotte, le fait qu'on a une espèce de nouvelle norme, qui n'est pas si éloignée de la norme originelle des taux, mais on a connu quand même une décennie où les taux avaient quasi disparu. On était autour de 0. On revient à cette norme de taux courts aux alentours de 2%. Ça impacte évidemment les taux longs qui vont suivre le mouvement comme ils l'ont suivi par le passé. Il y a d'autres éléments qui jouent. Tu l'as cité précédemment, la Banque centrale européenne a également mené des politiques tout à fait exceptionnelles, ce qu'on appelait le quantitative easing. Donc le fait que la Banque centrale achète des obligations sur les marchés pour faire baisser les taux longs. Maintenant, nous sommes en quantitative tightening depuis cette année. Donc, la Banque centrale diminue la taille de son portefeuille d'obligations. Et ça peut aussi créer un peu plus de stress sur le marché obligataire des taux longs. Et puis, évidemment, il y a encore d'autres éléments, mais évidemment, il y a les fameuses primes de risque, et notamment celles liées au pays, liées elles-mêmes à la situation des finances publiques dans les différents pays, avec des situations qui sont très différentes entre les différents pays européens. Malheureusement, dans le cas de la Belgique, on est un peu du mauvais côté de la barrière, hein. On est dans les mauvais élèves en termes de finances publiques. Ça a déjà eu un impact de faire un peu augmenter la prime de risque liée à la prime souveraine liée à la Belgique. Alors on pourrait dire, c'est vrai, mais ça finalement c'est pas quelque chose qui m'impacte directement. L'État paye un peu plus. Bon, d'accord, je vais devoir probablement payer un peu plus d'impôts pour payer cette charge d'intérêt, mais ça va au-delà l'impact parce que la plupart des taux longs vont être liés également. Les taux longs qui nous impactent, nous, vont être liés à cette fameuse prime de risque Belgique. Et donc, quand la prime de risque Belgique augmente, le coût de financement de l'ensemble de l'économie augmente. Donc, ça peut se répercuter sur les taux pour les crédits, pour les entreprises et pour les ménages. Ce qui m'amène évidemment à un élément clé, parce que là où les taux longs touchent le plus les gens, c'est évidemment le marché immobilier, hein, via les crédits hypothécaires. Je viens de poser le décor en termes de taux. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au marché immobilier en Belgique? Alors évidemment, oui, le marché immobilier qui suscite toujours beaucoup d'intérêt. Nos podcasts les plus écoutés sont ceux qui parlent du marché immobilier en Belgique. Il a finalement subi un changement fondamental au cours de ces dernières années. Comme on avait les taux extrêmement bas,
on avait la capacité, la possibilité de s'endetter à un moment sur 20 ans, hein, quand on voulait acheter une maison ou un bien immobilier en dessous de 1%, la réalité d'aujourd'hui, elle est plus du tout la même. Et donc, ça a conduit finalement à des changements massifs sur le pouvoir d'achat des candidats acheteurs qui s'est retrouvé complètement différent parce que les coûts d'emprunt ont fortement augmenté suite à ce qui s'est passé au niveau des taux de la Banque centrale européenne. Donc, on avait finalement pendant la pandémie et au début de notre podcast un marché de l'immobilier qui était extrêmement dynamique avec énormément de transactions et surtout des hausses de prix très fortes qui se passaient tous les ans. Une volonté très large de déménager au moment de la pandémie avec le confinement, etc. Ça avait conduit à un emballement des prix et tout ça s'est fortement calmé quand on a eu les hausses de taux d'intérêt. Et donc, on a vu notre marché immobilier en Belgique qui a commencé à évoluer beaucoup moins rapidement qu'avant, avec des hausses de prix qui ont été beaucoup plus faibles. Et on a vu en 2024 où la hausse de prix a été la plus faible, 0,8% sur l'année, alors qu'avant, on avait des augmentations de 5 à 6% par an. Donc, on avait vraiment changé de paradigme, je dirais, de normes sur le marché immobilier. Depuis, les choses commencent un peu à... Finalement, cette nouvelle norme, elle s'ancre un peu dans les esprits. Donc, on a des acheteurs qui reviennent sur le marché, qui se rendent compte finalement qu'on n'empruntera plus à 1%, mais que 3 à 4% pour un crédit hypothécaire, un taux, c'est la norme. Et donc, finalement, on a un retour des acheteurs sur le marché. On a eu aussi pas mal de changements législatifs, les droits d'enregistrement qui ont baissé, des questions sur l'obligation de rénovation. Donc, tout ça a amené pas mal de turbulences, si je peux dire, ou de modifications dans les comportements. Et donc là, on voit qu'on a un marché qui a repris, les nombres de transactions est en hausse. On voit aussi que c'est plus dynamique qu'avant dans l'octroi des crédits hypothécaires. Après, on n'est plus aux heures bénies du passé, je dirais. Donc, probablement, si on regarde l'évolution des prix à venir, on aura dans les prochaines années une évolution des prix qui est plus en ligne avec l'inflation. Donc, autour de 2% dans les prochaines années et qui n'est pas comme on l'a eu avant, à un moment absolument gigantesque. Mais peut-être au-delà des évolutions de prix, je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont intéressants, structurels, qui ont des développements structurels qui ont de plus en plus d'impact sur ce marché immobilier. La première chose, c'est que, évidemment, en Belgique, on est dans un marché qui est un manque d'offres, on a un manque de biens et une élasticité de l'offre qui est faible. Donc, si on doit le dire d'une façon plus simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une hausse de la demande, ça prend énormément de temps pour se répercuter sur les biens qui sont construits, les biens qui sont rénovés. Et finalement, ça conduit parfois à des hausses de prix qui sont liées simplement au fait qu'il n'y a pas d'ajustement, l'octroi de permis est extrêmement faible, et donc ça ne suit pas du côté de l'offre du marché. Deuxième élément important, on a quand même un changement démographique qui est en cours en Belgique de façon très claire. On a un vieillissement de la population. Alors, ça veut dire quoi pour le marché immobilier? On a toujours plus de ménages, tous les ans et dans les prochaines années, on aura de plus en plus de ménages. Mais ces ménages supplémentaires, ce sont plutôt des personnes plus âgées et surtout, ce sont plutôt des personnes seules. En fait, on voit dans toutes les projections démographiques que l'augmentation du nombre de ménages, c'est principalement des personnes seules. Par exemple, des anciennes familles monoparentales où les enfants quittent le nid ou des personnes qui perdent leur conjoint et finalement qui sont seules. Et évidemment, leur besoin en termes d'immobilier n'est pas du tout le même qu'une famille avec enfants. Et le nombre de familles avec enfants, elle est plutôt en voie de diminution. Et donc, au sein du marché, je pense qu'on va, malgré des prix en moyenne qui évoluent en ligne avec l'inflation, on va avoir des changements en fonction des segments du marché et probablement le type de biens dont on aura de plus en plus besoin verra ses prix augmenter plus rapidement que des biens dont on aurait moins besoin parce que les évolutions démographiques sont telles qu'elles sont. Et puis l'autre élément important, je pense, et je trouve quand on regarde les 5 dernières années, c'est quand même toute la question de la rénovation énergétique. On a ces obligations de rénovation qui ont été mises en place, cette volonté de l'Europe d'aller vers une neutralité carbone. Et ça a conduit finalement à des divergences sur le marché immobilier. Les biens énergétiquement efficaces ont vu leur prix fortement augmenter par rapport aux biens non efficaces énergétiquement, simplement parce que ça permet, ce type de biens sont plus rares et quand on a ce type de biens, on ne doit pas rénover et ne doit pas subir les coûts de la rénovation. C'est probable que ça continue dans ce sens-là, même si on voit que dernièrement, il y a encore un peu plus d'incertitude, d'instabilité qui a été intégrée, parce que les normes qui avaient été décidées, les obligations de rénovation, elles sont en train d'être modifiées. On sait que la Flandre a déjà modifié ses normes en disant on rénove obligatoire pour un PEBD et après, on ne sait pas trop, on verra, c'est mis en suspens. On sait qu'en Wallonie, il y a aussi des questions sur le sujet.
Donc, il y a plus d'incertitudes, mais je pense quand même que cette question de la rénovation énergétique va rester importante et va probablement continuer à avoir un impact sur le marché immobilier par la suite. Mais bon, ici, je parle beaucoup du marché immobilier en Belgique. Évidemment, très intéressant pour nous qui sommes en Belgique, mais je pense que si on regarde le monde, il y a un marché immobilier qui a vraiment fait l'actualité ces dernières années, c'est celui de la Chine. Oui, ce qui nous amène effectivement à la deuxième ou la première économie de la planète et qui effectivement, depuis 3 ans, connaît une espèce de crise de l'immobilier. Alors, la Chine, c'est effectivement une thématique très importante également dans nos podcasts. Alors, en fait, c'est à la fois une économie qui est facile à étudier parce que c'est une économie dirigée, donc il y a un plan quinquennal qui donne la direction et qui est public, donc on sait où on va. La Chine a l'objectif d'être à l'horizon 2030 la première économie, la première force économique et politique mondiale. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Et puis, dans le même temps, tout ne se passe pas toujours comme eux-mêmes l'ont prévu, même si c'est une économie dirigée. Effectivement, quand en 2020, les autorités chinoises ont décidé que l'immobilier faisait un peu trop l'objet de spéculation et qu'il fallait casser cette dynamique, qu'il fallait en revenir aux fondamentaux, en exigeant des banques de diminuer le financement de projets immobiliers pour les rediriger davantage vers des financements de projets industriels. Mais ça a complètement cassé la dynamique de l'immobilier. Donc, tout le monde a vu ces images de villes fantômes ou de bâtiments à moitié construits, mais derrière ça, il y avait cette espèce de classe moyenne chinoise qui a investi ses économies dans cet immobilier chinois et qui finalement, évidemment, a perdu beaucoup ou ne connaît simplement plus la valeur de son investissement. Ce qui a d'autres répercussions dans l'économie chinoise, notamment au niveau de la consommation. Donc c'est un élément essentiel et qu'on continue de suivre parce qu'il continue de perturber le développement de l'économie chinoise. Mais d'un autre côté, il y a ces fameux investissements dans l'industrie qui ont créé une espèce de monstre industriel qui commence à se faire concurrence à lui-même sur le marché intérieur et sur le marché extérieur. C'est le fameux concept de involution qui est très cher aujourd'hui aux autorités chinoises, en tout cas qui veut prendre des mesures anti-involution. C'est cette idée que ce secteur industriel est parfois devenu tellement important. Imaginez qu'on compte 120 constructeurs de voitures électriques rien que en Chine. Ces entreprises se font concurrence, créent une pression à la baisse sur les coûts, donc sur les salaires, et empêchent aussi au développement de la consommation dans l'économie chinoise. Donc, on a une économie qui est quand même très intéressante parce qu'elle est à la fois dirigée et en même temps, on ne peut pas tout diriger dans une économie. Ça crée des problèmes. Ça nous impacte aussi parce que, comme je dis toujours, la Chine est un énorme aspirateur à matières premières et donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'économie va moins bien, ça soulage un peu la pression sur l'offre, dont on y revient sans cesse, et donc sur l'inflation. Et puis, c'est aussi important au niveau des développements mondiaux, parce que je l'ai dit, la Chine a comme objectif d'être la première force économique et politique à l'horizon 2030. Donc, ça veut dire que la Chine essaye aussi de se donner un rôle international plus grand, de donner un rôle international plus grand à sa monnaie. Et ça, c'est quand même important parce que ça nous revient par rapport à des questions existentielles, tout simplement, vis-à-vis de l'Europe, parce que en Europe, on a aussi quand même une volonté d'avoir un rôle international. On a quand même bâti notre développement, et on y revient encore une fois, sur le commerce international. On a un champion toute catégorie avec l'Allemagne. Et donc, derrière ces velléités géopolitiques internationales, mais finalement, il y a de vraies questions existentielles par rapport à l'Europe et par rapport à sa monnaie, par rapport à l'euro. Oui, et alors on entend Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui dit qu'elle voudrait que l'euro devienne la monnaie de référence mondiale. Évidemment, c'est compliqué dans le contexte actuel. Pourquoi ? Parce que on voit que malgré cette volonté politique, il y a quand même des défis structurels pour l'économie européenne et notamment la part de marché à l'exportation de l'Europe est en train de baisser. Donc on se fait attaquer notamment par la Chine, en concurrencer directement et donc finalement on est de moins en moins efficace à vendre ailleurs.
Et ça, ça a un impact direct sur l'utilisation des euros. Parce qu'on sait que pour avoir une monnaie de référence au niveau mondial, il faut avoir du commerce qui se fait dans cette monnaie. Et si nos industries sont en difficulté et nos industries exportent moins, produisent moins, eh bien, c'est difficile d'avoir un rôle de référence pour la monnaie européenne. Donc, même si on espère que ça, et que Christine Lagarde espère que ça puisse arriver, là, on a quand même un challenge. Alors, il y a d'autres aspects. Quand on parle des monnaies, on en a parlé dans les derniers podcasts qu'on a fait, il y a d'autres aspects qui peuvent lier une monnaie et lui donner un rôle international. C'est notamment la partie des réserves des banques centrales qui sont dans quelle monnaie, finalement. Et là, ce qui s'est passé ces dernières années, et surtout ces 2 dernières années, est assez intéressant dans la mesure où on a vu quand même que les banques centrales à travers le monde, et certainement les petites banques centrales, essaient de se diversifier dans les monnaies qu'elles détiennent pour leurs réserves et un peu de se détourner du dollar de certaines façons parce qu'elles savent que voilà, le dollar, il y a des risques aussi et on le voit avec la politique de Donald Trump, qu'il peut y avoir des tensions qui se construisent assez rapidement. Et donc là, on voit quand même que l'euro prend un petit peu à la marge un peu plus d'importance, mais ça reste beaucoup moins que le dollar. Et surtout, ces banques centrales mondiales, ces petites banques centrales à travers le monde, elles se détournent des monnaies de manière générale pour aller vers d'autres types d'actifs du genre l'or. Et ça, c'est encore un autre sujet qu'on a longuement abordé ces dernières années, parce que c'est absolument passionnant ce qui se passe au niveau de l'or. Mais donc, on a quand même des banques centrales qui sont devenues acheteurs en très large partie de l'or. Elles se disent que finalement, dans un monde géopolitiquement perturbé, où on peut mettre des sanctions économiques facilement, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine, eh bien, avoir de l'or, c'est peut-être plus sûr que d'avoir des dollars, des euros ou des autres monnaies. Et donc, les banques centrales, à travers le monde, certainement des pays émergents, sont devenus des acheteurs très forts de l'or, ce qui a conduit l'or à des sommets complètement énormes, et qui finalement ne sont plus tellement liés aux fondamentaux du marché comme on les connaissait avant. Je me souviens qu'avant, dans les podcasts, on expliquait toujours, quand les taux d'intérêt augmentent, c'est défavorable pour l'or, parce que quand on détient de l'or, on ne gagne pas de taux d'intérêt. Donc, si les alternatives sont plus rémunératrices, voilà. Et là, clairement, on est dans un changement, pas parce que les investisseurs ont d'autres choix à faire, mais simplement parce que les banques centrales achètent tellement que ça renforce les prix. Et c'est quand même quelque chose qui s'est passé et qui risque de continuer à avoir de l'importance dans le futur. On verra dans les prochains podcasts qu'est-ce qu'il en est. Et puis, évidemment, plus largement, il y a plein d'autres questions autour des monnaies et je pense que ce sera un sujet vraiment important pour les prochaines années, notamment quand on parle du rôle de l'euro, on parle aussi du rôle de l'Europe en tant qu'émetteur d'obligations. On sait que les obligations d'État les plus sûrs, il y en a quand même beaucoup qui proviennent d'Europe parce que les États-Unis ont été rétrogradés dans l'échelle de sûreté. Et donc finalement, la moitié des obligations d'État les plus sûres au monde, ce sont des obligations d'État européennes. Et que donc là, il y a un peu des possibilités pour l'euro d'avoir un rôle plus international. Mais en même temps, on est face à nos éternels démons, la fragmentation, un marché des capitaux qui est pas du tout le même unifié. Et donc, on a des règles qui sont différentes. Et donc, on ne sait pas vraiment utiliser ce potentiel-là. Donc là, même si on a une volonté, il y a quand même encore beaucoup de défis. Et c'est pas qu'on est en voie d'avoir un changement fort, en tout cas je ne pense pas, dans les toutes prochaines années dans la situation. Ce ne sera pas le sujet du podcast 102 d'avoir une unification du marché des capitaux. Tu parlais beaucoup des monnaies et de l'or. Évidemment, ça pose une dernière question, celle des crypto-monnaies. Alors, on l'a abordé, la question, dans l'un ou l'autre podcast. Après, des cryptos qui, finalement, reposent sur pas grand-chose, en tant qu'économiste, on n'a pas grand-chose à en dire. C'est une offre et une demande. S'il y a plus de monde qui en veut, forcément, son prix va monter. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de fondamentaux derrière à raconter. C'est un peu une autre histoire avec les fameux stablecoins, ces espèces d'avatars d'actifs bien tangibles ou de monnaies existantes, où là, en fait, probablement qu'il y a une voie un peu plus claire. De un, parce qu'effectivement, c'est un avatar qui repose un pour un sur un actif bel et bien tangible. Donc là, on en revient aux fondamentaux
de l'actif en question ou de la monnaie en question. Si on a un stablecoin libellé en euros, ça repose les mêmes questions que pour l'euro, mais avec des possibilités dans l'utilisation de ce stablecoin qui sont plus importantes que celles liées à l'actif, au sous-jacent, même si c'est un euro. Donc, notamment en matière de paiement, et je pense là au niveau des entreprises, l'émergence, le développement des stablecoins pourrait favoriser ou faciliter les paiements internationaux, notamment. Et donc là, je pense qu'il y aura un sujet à creuser. Bon, on le voit, comme je le disais, l'économie est toujours en mouvement, elle ne dort jamais. On a un puissant fond de sujets à traiter dans les 2500 prochains numéros d'EcoCheck. Mais Charlotte, je pense qu'on a bien fait le tour un peu de toute une série de thématiques, même s'il y en a d'autres. Mais Charlotte, je te laisse faire la conclusion. Oui, alors je pense qu'effectivement, l'économie a subi beaucoup de changements ces 5 dernières années et va en subir encore énormément dans les 5 prochaines années. On sera là, évidemment, pour essayer de vous apporter la clarté, pour essayer de comprendre ensemble ce qu'il se passe et les implications pour nous, pour les entreprises, pour chacun d'entre nous. En attendant, n'hésitez pas à partager notre podcast, à nous suivre, ça nous aide beaucoup, sur Spotify, sur YouTube ou sur ing.be. On vous dit à bientôt. Merci Philippe pour la discussion. Merci Charlotte et à bientôt. EcoCheck.